Bonjour et bienvenue sur Actu Foot Podcast, le podcast consacré au football avec un grand F, qu'il soit amateur ou professionnel, jeune ou senior, enfin bref, un podcast de football réalisé par des observateurs avisés du ballon rond. Et pour m'accompagner aujourd'hui, Thomas Goutiardi. Bonjour Thomas, comment tu vas ? Salut Rida, comment tu vas ? Ça va, je te remercie. Aujourd'hui Thomas, justement, on va s'intéresser à un joueur qui a parcouru les territoires afin de vivre de sa passion, bien évidemment, le football. Il a joué du côté de Vesoul en Haute-Saône avant de s'envoler une première fois du côté de l'Écosse et de découvrir ensuite l'Angleterre, la Suisse, la Belgique et puis au final le Kosovo où il a signé cet hiver. Et c'est donc du côté du FC Lapi, j'espère que je le dis bien, pensionnaire de première division, que le défenseur natif de Besançon, Anthony Monin, se régale aujourd'hui. Bonjour Anthony, comment vas-tu ? Bonjour à tout le monde, bonjour à vous. Écoute, ça va très bien, merci à vous. Très bien. Salut Anthony. On te remercie. Alors déjà, c'est quand même un choix incroyable, le Kosovo. Pourquoi le FC Lapi ? Comment ça s'est fait en fait ? C'est très simple. J'étais à la Louvière Centre, donc en National 1 en Belgique. Nous sommes arrêtés au mois de octobre, il me semble, à cause du Covid. Donc je suis resté 2 mois à la maison où je suis revenu en France. Donc je continue à m'entretenir en espérant qu'il y ait une date de reprise en janvier avec la Louvière parce que mon souhait était de continuer là-bas. Malheureusement, avec le Covid, il y a eu la saison blanche qui s'est annoncée et j'ai retrouvé un ancien agent vers chez moi parce que j'avais plus d'agent donc à cette époque-là. Ouais. Quand je suis revenu sur Dijon, j'ai trouvé un agent Ménade que je remercie beaucoup et qui est une personne en or. Chez moi sur Dijon, il m'a dit qu'il avait des plans pour retrouver le monde professionnel. Et c'est sûr que quand il m'a dit ça, dans ma tête, ça m'a fait tic. J'ai 24 ans, j'avais envie de regoûter au monde professionnel. Donc, on s'est mis autour d'une table, on a discuté. Et le 30 janvier, donc à la veille du mercato, il m'a appelé à minuit et quart. Très précisément, j'étais avec ma femme chez des amis en train de manger. Et il m'a dit, j'ai une offre de contrat pro en Ligue 1 au Kosovo, elle vient de tomber. Il m'a dit, réfléchis. C'est énorme. Par contre, demain, faut nous donner une réponse parce que c'est la fermeture du mercato. Pas trop le temps de la réflexion, du coup. T'as dû vite gamberger. Non, pas trop de temps, effectivement. Donc, j'en ai parlé avec ma femme, j'ai parlé avec mon entourage vite le matin. On a posé les conditions avec le club et ça s'est fait. J'ai validé ce choix en fait et voilà. C'est comme ça. C'est comment le Kosovo ? Franchement, agréablement surpris. Je m'attendais pas à ça du tout, que ça soit au niveau de la ville, des gens et du football en lui-même, mais j'en tire que du positif. Je suis très content d'être ici. Le niveau du championnat, c'est un niveau acceptable, c'est un niveau que tu as déjà un petit peu connu. Si tu dois le comparer par exemple à certains niveaux français, tu le comparerais auquel ? Milieu de tableau Ligue 2. Ah oui, quand même pas mal. Ouais, c'est quand même pas mal, ouais. Ouais. On a les 3 équipes devant qui jouent les phases régulièrement de Ligue des Champions. Donc c'est assez costaud. On est parti en stage une semaine en Turquie. On a affronté des équipes de D2 turques on a gagné, des équipes de D1 ukrainiennes qu'on a gagné aussi. On a juste perdu contre une D1 russe. Donc voilà, ça permet de situer à peu près le niveau. Par contre, quand tu regardes un petit peu la sélection kosovare, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'internationaux, quasiment tous même, qui évoluent plutôt en Europe. Il n'y a pas vraiment de joueurs kosovars qui font partie de la sélection. C'est peut-être un axe de progression aussi qu'a le championnat de pouvoir représenter ses meilleurs joueurs dans la sélection. Ouais, c'est exactement ça. T'as tout résumé. On va dire que ici c'est le vivier d'exploitation pour les clubs, que ça soit en Turquie, en Allemagne aussi beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont partis en Allemagne. Et ça commence même à venir en France avec Berchad Senina qui est à Dijon. Les 2 qui sont à Reims. Donc voilà, les meilleurs sont vite expatriés, on va dire. Et en termes de joueurs français, est-ce que tu sais si vous êtes plusieurs, si tu es le seul, comment un petit peu la communauté française au Kosovo ? Il me semble que à l'heure actuelle, je suis le seul. En janvier, on était 2. Il y en avait un à Trepčia, mais il me semble qu'il est parti en Bulgarie, si je dis pas de bêtises. Un défenseur central aussi qui était français. Ok, bon, unique français du coup en première division
kosovar. Toi, tu t'y sens comment? Tu te projettes quand même à long terme ou tu es plutôt dans une réflexion court, moyen terme? Justement, là, je reprends match après match pour l'instant et je me concentre uniquement sur la fin de saison. Après, on a un rendez-vous en fin de saison avec mon agent et le coach pour voir ce qu'on peut faire. Là, on a une marche de la qualification en Europa League qui va se jouer le 7 avril parce qu'on est en demi-finale de la Coupe du Kosovo. Donc, le vainqueur, il va directement. Donc, on affronte Pristina. Donc, le vainqueur de cette demi ira directement en barrage d'Europa League parce que dans l'autre demi-finale, c'est 2 équipes de Ligue 2 et les équipes de Ligue 2 peuvent pas la jouer. Donc, il y a vraiment un potentiel, peut-être pourquoi pas, d'aller viser l'Europe. Là, tu as signé pour combien de temps? C'est juste pour un contrat court durée pour 6 mois? Non, j'ai signé 2 ans. D'accord, ok, oui, quand même. 2 ans. Ouais, quand même. Et tu y allais avec ta compagne ou tu y allais tout seul dans un premier temps? Non, j'ai été tout seul jusqu'à juin, là, pour les 6 mois, parce que ma femme est en train de passer justement son diplôme pour être préparateur mental pour un sportif de haut niveau. Donc on prépare aussi peut-être l'après-carrière. Bien sûr. Donc voilà, elle avait encore quelques formations en France, donc c'était compliqué pour venir, et en plus avec le Covid. Justement, c'est une question qu'on se pose toujours un petit peu, c'est quand on est joueur expat et qu'on doit et qu'on aime, on va dire, et qu'on a des contrats et qu'on aime parcourir un petit peu le monde et que on peut pas forcément le faire toujours avec sa famille. À quel point ça peut être compliqué, peut-être même parfois un petit peu handicapant, de voyager seul dans un pays où forcément tu es un petit peu tout seul. Comment ton acclimatation se fait là actuellement? Franchement, au début, c'est vrai que c'était dur parce que je parle pas du tout l'albanais. Donc, ça va que je me débrouille très bien en anglais. Donc, ça félicite certaines choses avec certains, mais tout le monde ne parle pas anglais. Après, j'ai la chance, moi, dans mon équipe, qu'il y a un Suisse kosovar. Donc, il parle français. Donc, je suis souvent avec lui et il y a un Belge aussi. Ah oui, c'est bien. Ça aide un petit peu. Donc, donc on reste assez souvent ensemble et on s'aide entre nous. Mais voilà, quoi. Mais il y a aussi mon agent que je remercie beaucoup parce que, comme je l'ai dit, c'est une personne en dehors qui est venu déjà 15 jours ici en 2 mois. Là, il revient encore 15 jours là. Donc, il me laisse pas tout seul non plus. Il y a vraiment un suivi derrière. Donc, et ça, j'en remercie fortement. C'est vrai que des fois, quand des joueurs français signent à l'étranger, parfois, les coachs n'ont pas toujours vu des vidéos, connaissent pas trop les joueurs. Toi, quand tu arrives au Kosovo, le coach te connaît bien, il a un peu pris des renseignements sur toi, il a un petit peu vu des vidéos, il sait où il va te faire jouer. Ou pas trop et c'est plus à toi de faire tes preuves? Les deux, en vérité les deux. Ils ont eu de la réflexion avec le staff, ils ont vu des vidéos, ils sont renseignés auprès des clubs et donc ils ont donné le feu vert à mon agent, comme je vous ai dit, à minuit et quart le 30 là qu'on a reçu la proposition. Et après quand tu arrives comme ça en cours de saison, il y a déjà des anciens qui sont en place, il y a déjà un groupe. Donc c'est sûr que c'est pas facile, mais on s'accroche, je prends ce qu'il y a à prendre et voilà, je sais que le coach me fait confiance, il va me laisser ma chance, donc voilà, je grappille petit à petit. Ouais, parce que pour l'instant, tu peux nous parler un petit peu de ton temps de jeu? T'as débuté, pas encore? Où est-ce que t'en es un petit peu justement? Non, j'ai eu que du temps de jeu en amical, j'ai fait que les bancs en Ligue 1 et quand je devais commencer le match titulaire, je me suis blessé la veille à l'ischio. Donc ça m'a retardé aussi de 2 semaines à mon arrivée. D'accord. Donc là, je suis revenu il y a 1 semaine et demie, on va dire, sans douleur, sans plus rien, et j'étais de retour dans le groupe là. Donc ça suit son cours. Pour revenir un petit peu sur le fil un peu de ta carrière quand même, parce que tu as quand même une carrière comme on voit pas très souvent. Hein. Alors c'est que nous sur ActuFoot, on aime bien aller un petit peu à la rencontre de ces expats un petit peu qui parcourent un petit peu le monde. Chacun a un profil un peu atypique. Toi alors, pour un petit peu nous situer tout ça, avant le FC Vesoul, tu as joué où exactement? Moi, c'est simple. J'ai commencé dans le club de mon village. Ça s'appelait à l'époque AS Beaujeu. Ok. Qui est vraiment tout petit. Après, ça s'est regroupé avec un club qui aux alentours, qui était FC 4R70, qui sont en DH maintenant. D'accord. Un club qui est en train de monter en puissance et de se structurer. Et à l'âge de 14 ans fédéraux, je suis parti pour jouer donc en 14 ans fédéraux à Vesoul. Et ensuite, du coup, après Vesoul, tu enchaînes en U20, je crois, du côté de l'Écosse, si je dis pas de bêtises.
Ouais, Ouais, c'est ça. quand on a 19 ans, 19-20 ans comme ça, et qu'on se dit, bon, allez, je vais tenter l'expérience en Écosse, pourquoi? Qu'est-ce qui t'a poussé justement à aller là-bas? Et est-ce que tu n'as pas eu j'ai envie de dire, des craintes, des doutes à un moment donné? À vrai dire, déjà, dans l'optique, je voulais continuer à Vesoul, parce que j'ai commencé à prendre du temps de jeu en CFA à la fin. Malheureusement, le club est descendu à déposer le bilan. Ouais. Donc, il fallait trouver une porte de secours. Il y a celle-ci qui s'est présentée à l'étranger. J'ai réfléchi. C'était pas simple parce que j'avais encore les études, j'avais tout. Et je me suis dit, si je le fais pas, on m'a toujours dit, le train, il passe qu'une fois. Oui. Donc on va dire, j'ai pris le train, j'ai été sans remords et franchement, je regrette pas parce que cette expérience-là, ça a lancé ma vie, on va dire. Sincèrement, ça a changé ma vie. Quand tu es en Écosse, il me semble, on est retombé sur un vieil article. Tu as fait plutôt forte impression là-bas. On est tombé sur un article de Foot Mercato qui disait que tu as tapé un petit peu dans l'œil de clubs de première division, voire de deuxième division en Écosse. Voilà, il y avait du concret à l'époque. Tu aurais peut-être pu franchir un gros cap, ça s'est pas fait. Voilà, est-ce que tu peux nous parler de ça? Ouais, donc c'est ce que j'avais dit avant. Je veux dire, Berwick Rangers, ça a vraiment changé ma vie en tout. C'était mon premier contrat, c'était mes premières minutes en pro, que ce soit avec l'U20 ou la Une. Et à vrai dire que oui, j'ai fait forte impression. Je crois que j'étais sorti avec plus de 30 ou 35 matchs, hein, il me semble, à 18 ans. Donc c'était quand même pas mal. Et j'avais des clubs écossais, donc D1, D2. Et des clubs anglais aussi à l'affût. Et même à l'époque, j'avais le Toulouse Football Club qui s'était renseigné. Et malheureusement, j'ai peut-être pas très bien conseillé, voilà, on va dire. Ouais. C'est des choix de vie. Quand on venait du monde amateur, tout ce qui était agent, etc., je connaissais pas. J'ai vraiment découvert ça là. Tu t'es fait piéger un petit peu quand j'ai commencé. Tu t'es un petit peu fait piéger. Ouais. Ça te laisse des regrets forcément. Donc, oui et non, parce que je vis pas dans le regret. On va dire que ça m'a forgé en tant qu'homme. Et j'ai appris plus vite. On a quand même l'impression que, de manière générale, quand même. Là aujourd'hui, tu as quel âge? Tu as 24, 25 ans? 24 ans. Ouais, 24 ans, on a quand même l'impression que tu as acquis quand même une certaine maturité et que toutes ces expériences un petit peu à l'étranger t'ont permis de grandir en tant qu'homme plus qu'en tant que footballeur et qui t'ont permis également d'avoir un certain bagage. Là, tu nous disais, par exemple, je gère très bien l'anglais. Je présume que ton passage en Écosse ou en Angleterre ont forcément énormément aidé. Bien sûr. C'est pour ça que ça a été un tournant de ma vie à 18 ans. Ça m'a lancé dans le foot, ça a changé ma vie. Et ça m'a forgé en tant qu'homme surtout. J'ai acquis une maturité très très rapidement. Je me suis débrouillé seul. Je suis arrivé dans un pays, je connaissais pas la langue. Donc c'était dur au début, mais c'est une expérience où j'en sors grandi. Et au jour d'aujourd'hui, à 24 ans, je vais dire c'est royal pour moi. C'est vrai que c'est quand même un train de vie particulier, comme le disait Rida tout à l'heure, de changer de pays. Tu as peut-être aussi des revenus qui sont différents en fonction des clubs, des pays où tu vas. C'est peut-être aussi dur un petit peu de se projeter comme ça aussi sur la durée, peut-être pour peut-être faire des achats, je sais pas, voilà, te projeter dans ta vie pécuniaire aussi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Est-ce que tu as aussi rencontré des difficultés dans certains clubs? On sait que des fois les Français connaissent un petit peu des galères. Voilà, est-ce que tu en as eu toi aussi? On va dire que il y a une période où c'était pas facile financièrement, bien sûr. Quand tu passes de bons revenus à plus rien, que tu rentres chez toi, faire des matchs en CFA2 vers la famille, tu divises par ton salaire. Donc c'est sûr que c'est pas facile parce qu'il y a des choses derrière à payer aussi. Donc voilà, mais c'est comme je dis, c'est des choses qui te font mûrir, qui font partie de la vie et qu'on apprend, et j'ai su vivre avec ça et j'en sors vraiment grandi. Là au Kosovo. Au Kosovo, c'est un contexte sérieux, parce que c'est vrai, on a tendance parfois à parler un petit peu des pays de l'Est comme dangereux à ce niveau-là. Toi, tu as eu un petit peu des garanties quand même qu'au niveau économique, il n'y avait pas de soucis. Au niveau des versements de salaire, idem, que tout se passe bien à ce niveau-là? Je me suis renseigné par certains amis qui sont passés par ici. Parce que moi aussi, ça me faisait peur. Je me suis dit, si je m'engage dans un truc, il n'y a pas de paiement, tout.
jusqu'à maintenant, tout ce qui était marqué dans le contrat, je l'ai reçu. Donc, je peux pas dire sur ça pour l'instant. J'ai rien à dire. C'est parfait. Justement, alors, je disais tout à l'heure, tu as connu l'Écosse, l'Angleterre, la Suisse, la Belgique et maintenant le Kosovo. J'ai connu le Portugal aussi. Le Portugal également, exactement. Justement, dans tous ces pays-là, on va dire lequel justement de ces pays t'as le plus impressionné niveau football dans un premier temps et puis culturellement peut-être également dans un second temps? Football, comme je l'ai dit, si c'est à refaire, si on me rappelle, j'y vais à la nage en vélo, c'est l'Angleterre. C'est incroyable. Tout le monde nous dit ça. C'est vraiment c'est vraiment une ville de foot. Les gens vivent que pour ça. Et voilà. Donc vraiment, comme j'ai toujours dit, si on me rappelle, ça sera l'Angleterre. Ouais. Après, culturellement, chacun a sa culture, que ça soit, je sais pas, Portugal, Espagne, Suisse, Belgique. Chacun est différent et j'ai appris un peu de tout le monde et franchement, j'en suis ravi. Et dans tous les pays où je suis passé, j'ai encore de bons contacts avec les restaurateurs, des amis encore là-bas. Donc c'est vraiment cool, ouais. Là, par exemple, en 2 mois au Kosovo, j'en parle beaucoup du Kosovo parce que ça m'intrigue quand même. Oui. C'est rare. Hein. Tu m'en veux bien pas, sûr, mais c'est rare. Non, bien sûr. Par exemple, voilà, qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Qu'est-ce que tu as découvert, visité, mangé peut-être? Voilà, j'imagine que tu as un petit peu de temps aussi pour à chaque fois pour découvrir les pays où tu te rends. Ouais, bien sûr. Donc on s'entraîne. Ici, par contre, le problème, c'est qu'on s'entraîne généralement à 12h30. Oui. Donc, le matin, c'est plus, je me lève, je vais m'étirer, je vais prendre mon petit déjeuner, après, je vais au centre d'entraînement. L'entraînement, il finit vers 15h. Donc, on prend de la douche, les soins à 4h. Donc, j'ai faim, je vais direct manger après. Et après, je rentre me reposer. Donc, soit je regarde un film, j'appelle ma famille, tout ce qui s'ensuit. Et voilà. Après, vraiment, quand on a des temps libres, comme là, c'est la trêve internationale, on a 3 jours, par exemple. Des fois, je décale à la capitale, avec Pristina, à 30 minutes de chez nous. Donc, je me prends un hôtel, soit avec Amir, donc le Belge, ou le Suisse, ça dépend. Et voilà, on va profiter du spa, on va se promener dans les parcs. Enfin, ça nous fait découvrir un peu la ville d'ici, quoi. Ouais, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé du Covid, mais c'est quoi un petit peu la situation au Kosovo, justement? Ah, moi, j'étais choqué. Je suis arrivé avec mon masque, on m'a dit, qu'est-ce que tu fais? À ce point-là? Ah ouais, non, ça vit normalement ici. Tout est ouvert, les gens n'ont pas de masque, ils se font la bise, enfin voilà quoi, une vie normale. Ça a dû te faire un peu peut-être bizarre dans un premier temps? Ah ouais, moi je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils font? J'ai dit ma famille, à chaque fois je les ai au téléphone, on est encore confinés, ils ont remis un mois. Je dis mais attends, c'est un délire. Donc ouais, c'est comme ça. Donc je vis comme eux, on va dire. Et d'ailleurs, dans tes différents clubs que tu as fait, quand même, majoritairement, on va dire que tu es allé dans des pays où il faisait pas forcément très beau. Est-ce que tu fuis le soleil ou tu as une préférence pour le froid? Qu'est-ce que... on me la pose souvent cette question. Non, on va où les clubs me demandent, on va dire. Ouais, tu fais ce que tu peux aussi. Donc voilà. Après, c'est sûr que si c'est au soleil, ça serait mieux. C'est mieux pour le cadre de vie, mais on s'en plaint pas. La Thaïlande bientôt. La Thaïlande bientôt peut-être. Là, ça peut être pas mal. Je ferme aucune porte. Pour finir, peut-être, juste parler un petit peu d'infrastructure, justement, dans ces clubs du Kosovo et de formation également. Comment ça se passe à ce niveau-là? C'est vrai que tu viens de la France, quand même, où au niveau formation, on est quand même un des pays formateurs, on est quand même dans le top 3 mondial. Comment ça se passe à ce niveau-là, au niveau du Kosovo et au niveau infrastructure pour l'équipe pro? Tu parlais de soins tout à l'heure, etc., de centres d'entraînement. Comment ça se passe? L'infrastructure bonne, ouais. Très, très, très très bonne. Hauteur d'un club professionnel, on a 2 kinés, un médecin. Chacun a son casier. Il y a les bains froids dans le vestiaire. Non, franchement, il y a tout pour bien bosser au club. Au niveau de ça. Après, au niveau de la formation, j'ai pas été encore voir sincèrement les jeunes et tout ça. Mais ce que je peux ressentir sur le terrain, c'est que techniquement, c'est bon, c'est fort. Ouais. Dans les duels, ça ressemble plus à l'Angleterre. Ouais.
où je suis passé. Et bien sûr, par contre, il y a des petites lacunes encore tactiquement qui sont à développer par rapport à la France, comme il y a les saisons passées où j'étais à Auxerre. C'est sûr qu'il y a, il y a vraiment des différences tactiques. Ouais. Et au niveau de l'engouement, parce que tu es quand même en première division, c'est quand même l'élite au Kosovo. Comment est-ce que les spectateurs vous suivent? Quel engouement il y a justement autour de l'équipe, autour des matchs de manière générale? C'est un club où il y a beaucoup de supporters. Yapi, j'étais choqué. Ouais. Malheureusement, comme tous, ils respectent par rapport au Covid, donc c'est pour l'instant à huis clos, mais il y a des gens qui montent sur les immeubles pour regarder notre match. On sort du stade, il y a du monde. Quand on va en déplacement, on est escorté par la police. Oui. Donc non, il y a une ferveur, il y a une ferveur autour du football ici. Ouais. Et on a hâte qu'ils reviennent au stade parce qu'on m'a dit que c'était très très chaud. et pour finir, promis, c'est la dernière. Est-ce qu'il y a un derby pour le FC Lapi, un match que tout supporter, tout bon supporter du FC Lapi aime cocher dans la saison? Ouais, il me semble que c'est Pristina là, qu'on rencontre en demi-finale. Là. Ah, donc ça va être un match tendu. Il est prévu pour quand Il est prévu pour quand ce match? Le 7 avril ou le 21, on ne sait pas encore là. On suivra ça de près alors. On te souhaite en tout cas que des bonnes choses et pourquoi pas remporter ce match pour une qualification au tour préliminaire de Ligue Europa. Ça peut être une très belle opportunité pour toi, Anthony. C'est clair, c'est l'objectif du club. Hein. Ouais. C'est l'objectif que j'ai aussi sur cette fin de saison. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci en tout cas, Anthony, de nous d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci beaucoup en tout cas et on te souhaite que des bonnes choses du côté du FC Lapi. Et puis avec Thomas, bien évidemment, on va suivre un peu tes performances. Allez, salut Anthony. Merci à vous en tout cas. À bientôt. À bientôt. Un grand merci à Anthony, Thomas, pour ce petit entretien. Merci beaucoup, Anthony, de nous avoir répondu. Merci en tout cas, Thomas, pour ce petit interview expat. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. À bientôt. Avec grand plaisir.